Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va voir la suite de notre projet que nous avons déjà commencé sur la gestion des ventes. Donc, nous avons dit que donc l'architecture, en effet, le diagramme de classe concernant donc notre application et comme nous avons déjà vu dans la première partie, la deuxième partie se compose en effet de l'ensemble des classes. Donc la classe personne, la classe administrateur et client qui hérite de la classe personne, puis la classe commande en effet donc qui est reliée à la classe client avec la relation à plusieurs. Puis la classe produit, promotion. Un produit peut être en promotion. Une commande concerne plusieurs produits. Un produit peut figurer dans plusieurs commandes. Donc, on a l'association plusieurs à plusieurs entre commande et produit. Nous avons dit que cette association peut, donc, il a des attributs. Donc, l'attribut, c'est la quantité. Donc, c'est pour cela nous avons créé une table intermédiaire entre colonnes et entre commandes des produits. Nous avons appelé cette classe ligne de commande. Puis, un produit appartient à une catégorie. Une catégorie peut contenir plusieurs produits, ainsi de suite. Donc, le développement, donc la solution que nous avons opté, donc nous avons utilisé donc le GP1, donc la persistance, donc nous avons utilisé GP1. Plus précisément donc l'implémentation Hibernate qui est utilisée par le serveur d'application que nous avons utilisé qui est JBoss Wellfully 16. Donc pour qu'on puisse donc modéliser donc l'ensemble en effet de ces entités-là au niveau de notre application. Donc, nous avons annoté les classes par donc, les annotations entities pour qu'ils puissent donc être prises en compte comme étant entité. Donc, la première entité personne, donc on l'a annoté abstraite. Donc, c'est une classe qui est abstraite pour qu'on puisse empêcher en effet la génération de la table au niveau de la base de données. Puis nous avons utilisé la stratégie inheritance dans laquelle nous avons choisi de créer une table pour chaque table, donc classe fille. Donc dans notre cas, on a deux classes filles, donc la classe administrateur et la classe personne. Donc puisque nous avons utilisé la stratégie inheritance table par classe, ça veut dire il va créer une table pour la relative à l'administrateur, puis une table C pour qui correspond en effet à la classe client. Puis pour la gestion des associations entre donc les entités, par exemple ici entre client et commande, nous avons géré ça. Donc puisqu'en effet une commande concerne un client donné, donc naturellement donc la table commande en effet doit contenir en fait une clé étrangère vers la table client. Et pour faire ceci au niveau de JPA en utilisant les annotations JPA, nous avons donc au niveau de la table commande, nous avons ajouté une autre propriété. En plus des propriétés de la table, nous avons ajouté un autre attribut qui est quoi? C'est private client client. Et donc nous avons noté nous avons ajouté la notation joint colon pour dire que au niveau de la base de données, je veux qu'il soit nommé ID client au lieu de client. Et nous avons ajouté aussi la notation many to many pour dire que cet attribut-là relative en effet à une association qui est entre client et commande et client. Et c'est une association un à plusieurs. Donc plusieurs au niveau de la commande. On a noté cette association many to one, ça veut dire plusieurs commandes peuvent être relatives à un seul client. Many commandes relative à one, donc un seul client. D'accord? Donc
le symétrie de cette association-là au niveau de la table client, c'est que au niveau de la table client, un client peut avoir peut passer plusieurs commandes. Donc, c'est pour cela on a une liste, donc private list commande. Et nous avons annoté cette association-là, one to many, ça veut dire un client, un client peut passer plusieurs commandes et pour dire que cet attribut-là, c'est un attribut de l'association, nous avons un many to one. Donc, lorsqu'on dit one, on ajoute la notation one to many, donc automatiquement, il va générer une table de jointure. Pour empêcher la table de jointure et utiliser des systèmes de clés étrangères, il faut spécifier le nom de la clé étrangère au sein de l'autre table. Donc, l'autre table, dans notre cas, c'est la commande. Le nom de l'association dans l'autre table, c'est quoi? C'est client. Donc, c'est pour cela que nous avons ajouté one to many mapped by client. Donc, ce que nous avons fait pour cette association-là, qui est association à plusieurs, c'est la même chose. Donc, c'est le même principe qui est utilisé entre produit et promotion, entre produit et catégorie. À noter que l'implémentation, nous avons choisi que le fait qu'un produit peut appartenir en effet à une seule catégorie, non pas à plusieurs catégories. Donc, on a 0, 1, 0, 1. Donc, une catégorie peut contenir plusieurs. Donc, ce que nous avons fait ici pour l'association client-commande, il est valable pour l'association produit-catégorie et valable aussi pour l'association produit-promotion. Donc maintenant pour l'association client catégorie, donc plusieurs à plusieurs, une catégorie peut être consultée par plusieurs clients, un client peut consulter plusieurs catégories. Donc pour cela, donc au niveau de la base de données, cette association-là ne peut être gérée que par une table de jointure. Donc, pour créer la table de jointure, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est ce que nous avons utilisé ici. La première méthode, c'est ce que nous avons utilisé ici. C'est au niveau de la table client, on va ajouter le fait que un client peut consulter plusieurs catégories. Donc, automatiquement, nous avons ajouté ici un attribut qui est quoi? Une liste de catégories. Donc, un client peut consulter plusieurs catégories. Donc, c'est une liste de catégories. Mais au niveau de la base de données, on ne peut pas avoir. Donc, vous vous rappelez bien, au niveau de la base de données, c'est que il y a un ensemble de les critères qu'il faut respecter la base de données, ce qu'on appelle donc, c'est la donc c'est les formes normales. Les formes normales, donc on ne peut pas dans une table de données, on ne peut pas avoir un attribut que peut contenir et qui va contenir donc plusieurs valeurs. Donc un attribut ne peut contenir à la fois qu'une seule valeur. Donc c'est la première forme normale au niveau de les bases de données. Donc c'est pour cela on ne peut pas avoir ceci. Mais lorsqu'on on donne au niveau de la classe client, on donne en effet private list catégorie. On l'a annoté many to many. Lorsqu'on l'a annoté many to many, ça veut dire ça, cet attribut-là, il est relatif à une association plusieurs à plusieurs. C'est une association plusieurs à plusieurs entre quoi et quoi? Entre la classe dans laquelle l'association est définie, qui est la classe client, et le type en effet des éléments contenus dans la liste. Ça veut dire catégorie. Donc c'est une association plusieurs à plusieurs entre clients et catégorie. D'accord? Donc, ce qu'il va faire, en effet, au niveau donc, lorsqu'on va déployer notre application, qu'est-ce qu'elle va faire? En effet, euh, il va gérer cette association-là par une table de jointure, mini to mini, donc plusieurs à plusieurs, il ne peut être résolu au niveau de la base de données que par une table de jointure. Donc, il va créer une table de jointure. Donc, ce que nous avons ajouté entre mini to mini et l'attribut liste catégorie, c'est quoi? C'est la spécification, donc des caractéristiques de la table de jointure. Donc ça, c'est ce qui est entre mini to mini et private
linked list catégorie, il est optionnel. C'est-à-dire si vous l'entraînez, si vous le spécifiez si bien. Sinon, il va utiliser les valeurs par défaut. Dans notre cas, on a spécifié que la table de jointure, elle doit être nommée consultation. Et là, on y fait là pour les deux clés étrangères. Donc la clé étrangère vers la table client et la clé étrangère vers la table catégorie. On a choisi que donc la première clé étrangère vers la table client, pour la spécifier, on a utilisé joint colon avec un S à la fin égale à aerobisque joint colon entre parenthèses name, et c'est le nom au niveau le nom de la clé étrangère au niveau de la base de données. On a choisi ici de la nommer ID catégorie. Et pour on fait la clé étrangère de le sens inverse, c'est-à-dire parce qu'on est en train de définir l'association dans la table client, c'est-à-dire un base joint colon, c'est-à-dire au niveau de la table qui est relative à la table catégorie. Donc pour la définir, on utilise un verse joint colons avec un S à la fin aussi, est égal à joint colons name id catégorie. Voilà, ça, lorsqu'on a fait ça, on a tout défini pour que, au niveau, lorsqu'on va déployer l'application, il va générer une table de jointure entre la client et catégorie. Il va la nommer consultation et il va contenir deux clés. La première, c'est ID client vers la table client et ID catégorie vers la table catégorie. Maintenant, au niveau de la table catégorie, nous avons ajouté aussi le fait qu'une catégorie peut être consultée par plusieurs clients. Donc, c'est l'association, donc la deuxième partie de l'association. Donc, la première partie c'est au niveau de la table client, la deuxième partie c'est au niveau de catégorie. Donc, pour définir cette association-là au niveau des catégories, nous avons utilisé Manitou, Mini, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va pas redéfinir, en effet, on va pas redonner toutes ces informations-là parce qu'ils sont déjà définis au niveau de la table client. Donc, c'est pour cela que nous avons utilisé Many-to-Many Mapped By, c'est-à-dire au niveau, cette association-là, il est déjà défini au niveau de la table client et il est nommé catégorie, et c'est tout. D'accord. Maintenant, pour l'association qui contient plusieurs avec attributs, dans ce cas-là, on ne peut pas en effet on ne peut pas la gérer en utilisant Many-to-Many parce qu'il y a des attributs qu'on ne peut pas utiliser. Il n'y a pas un moyen pour ajouter un attribut au niveau des annotations. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on a créé explicitement la table lint command. Donc, le contenu de la table lint command, c'est quoi? C'est déjà donc la propriété quantité, c'est previous and quantité. En plus que ça, une table, comme on l'a déjà vu donc dans le cours que chaque entité, chaque classe, il doit être annoté entity. Donc, c'est la première chose. En plus que ça, chaque classe doit contenir un attribut qui est la clé au niveau de la base de données. Là, obligatoirement, il doit contenir un attribut qui est une clé. Donc, dans notre cas ici, la clé, c'est quoi? C'est une clé qui est composée, donc c'est pas une clé simple. Donc, lorsque la clé il est composée, il n'est pas une clé simple. Donc, il y a deux façons de faire, de gérer cette situation-là. Il y a deux stratégies. La première, c'est en utilisant embedded id. Donc, on a créé une classe qui s'appelle donc lint command primary key et qui contient en effet deux attributs. Le premier attribut, c'est id produit et id command. Donc, c'est la clé, donc la clé principale au niveau de lint command. D'accord? Et qui contient donc la clé principale. Donc, la première, c'est quoi? C'est id command et id produit. Donc, on a créé ça. Et au niveau de la table, la classe lint command, on a créé un attribut de cette classe-là qui est lint command primary key et lint command primary key, donc le nom de l'attribut. Et on a noté ça, au lieu que l'on note id, on l'a noté embedded id. Voilà. Donc après, on a ajouté les associations. Donc l'association plusieurs à plusieurs. Donc entre commande et lint command. Donc Many-to-One. Donc Many-to-One, on l'a déjà géré ici entre client et c'est la même chose. Donc le même principe entre client et commande. La seule différence, c'est que nous avons ajouté une autre annotation qui est maps id, et dans laquelle nous avons spécifié id de commande. Cette association, cette annotation là, il sert à quoi? Il sert à dire que cette clé étrangère là,
que nous avons défini à ce niveau-là, qui est nommé au niveau de la base de données ID de commande et qui est nommé au niveau de la classe commande, il est quoi? Il est une partie de la clé primaire. Cette clé étrangère est une partie de la clé primaire. Et la même chose ici, nous avons ajouté un maps de ID produit, pour dire que c'est une partie, cette partie-là, cette clé étrangère est une partie de la clé primaire. Mais faites attention, il faut spécifier ici le nom de l'attribut au niveau de la classe ligne commande primary key. Dans notre cas, nous avons dit que cette clé étrangère est une partie de la clé primaire de la classe, donc qui est définie dans ligne commande primary key, et plus précisément, c'est l'attribut ID commande. Donc, c'est l'attribut qui est nommé ID commande. Et la même chose ici, nous avons dit que c'est une partie de la clé, cette clé étrangère est une partie de la clé primaire. Et plus précisément, c'est l'attribut qui s'appelle, donc qui est nommé ID de produit. Donc voilà, donc ça c'est un résumé de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Maintenant, puis nous avons aussi, nous avons défini je veux revenir sur l'application. Donc nous avons défini donc on a complété la couche DAO. On a défini pour cela, on a défini donc la UGB session qui peut être consultée par un client distant. Donc pour cela, nous avons créé un package service. Donc et nous avons créé deux interfaces. Donc ça donc c'est classique au niveau des UGB pour que un UGB en effet soit accessible au niveau au niveau du stand. Il faut créer des UGB sessions ou bien UGB donc voilà les UGB sessions. Donc les UGB sessions il y a trois types. Donc les singleton, les stateless et stateful. Donc, il y a trois types. Donc, dans notre cas, nous avons utilisé la stateless. Donc, le stateless, donc la seule différence entre les trois types, c'est que stateless il permet de créer plusieurs instances au niveau de serveurs. Donc, un client peut, donc, qui peut vendre ces instances-là, en effet, qui peuvent en répondre en effet les appels des stands des clients, les appels des clients des stands. D'accord. Alors pour Stateful, c'est dans ce cas-là, on demande en effet euh, de créer pour chaque client une instance donnée. Donc pour chaque client, il a son propre instance au niveau de serveur. Donc pour Stateless, c'est vrai que c'est plusieurs instances au niveau du serveur, mais une instance peut répondre à plusieurs en effet à plusieurs appels des clients. Donc, il peut répondre par exemple à deux clients, trois ou quatre, ça dépend en effet le nombre des instances créées au niveau du serveur d'application. Alors, pour Singleton, ça veut dire on demande qu'elle crée une seule instance au niveau de serveur d'application et cette instance-là, c'est celle qui va s'occuper en effet de répondre à tous les appels des stands des clients. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser un stateless. Donc le choix entre stateless, stateful et singleton, c'est en fonction en effet de l'application. Est-ce que vous voulez, par exemple, dans le cas des applications bancaires, on veut pas qu'il y a on va pas créer stateless ou bien singleton, on va créer stateful parce que chaque client on va créer une application, une instance au niveau de serveur d'application, au niveau de conteneur qui va répondre à chaque, en effet, à chaque client donné. Dans ce cas-là, on veut gérer, lorsqu'on veut gérer la sécurité des données, donc un client, donc il y a des informations relatives à un client donné dans chaque application, dans chaque instance créée au niveau de serveur d'application. Donc c'est pour cela, pour éviter les chevauchements donc le problème d'accès à des informations d'autres clients, donc c'est préférable de créer des stateful.
Mais lorsque il n'y a pas de problème de sécurité au niveau des serveurs, donc vous pouvez utiliser Stateless pour alléger un petit peu en effet la mémoire au niveau de votre serveur d'application. Parce que lorsque vous utilisez Stateful, il y a plusieurs clients qui se connectent à votre application. Donc pour chaque application, il va créer une instance. C'est à vous en effet d'imaginer l'espace mémoire qui va être occupé par toutes ces instances-là au niveau du serveur. Donc si le serveur ne dispose pas d'une grande capacité de mémoire, donc il va être assez lent. Donc la même chose pour que stateless singleton, si vous créez tout simplement une application UGB singleton. Donc, donc il y a plusieurs clients qui se connectent à votre application. Donc, c'est donc une instance qui va répondre à tous ces clients-là. Donc, chaque client, il doit attendre dans le fait dans une file d'attente au niveau du serveur pour avoir donc l'accès à cette instance-là afin de voir la réponse et de retourner la réponse à un client. Donc, ce qui fait, et un client, par exemple, c'est là une temps de réponse qui est fixé au début, par exemple, au niveau d'un navigateur donné. Il peut attendre, par exemple, une durée. Donc, si le serveur ne retourne pas de valeur, donc de résultat encore, il va vous afficher un message d'erreur comme quoi le temps, donc le temps d'attente est expiré. Donc, ça veut dire il a attendu, donc le temps d'attente au niveau des clients, il est expiré. Donc, c'est pour cela, il faut bien choisir en effet le type le type du GP à utiliser. Est-ce que c'est stateless, stateful ou bien singleton? Donc, dans notre cas, nous avons choisi stateless parce que l'objectif ici, c'est de mettre en place, de voir comment on peut mettre en place une application qui permet dans le fait de gérer, de, donc la mise en place d'une application UGB. C'est ça l'objectif, est de créer la persistance des données donc en utilisant donc le GPA, donc les annotations, en utilisant les annotations GPA. Donc voilà, donc pour que notre application, notre EGB soit accessible à distance, donc on doit définir une interface qui est quoi? C'est une interface distance. Donc cette interface, donc l'interface distance, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé par des clients, des appels distants, par des clients distants. Donc il doit être annoté par remote. Donc je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, il doit être annoté par les mouse. Donc, le nom de l'interface, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Donc, il n'y a pas une contrainte sur le nom le nom utilisé au niveau de l'interface. Donc, dans notre cas, on a utilisé vente DAO Remote, dans lesquels nous avons défini un ensemble de services, donc un ensemble de méthodes qu'on veut exposer, proposer pour les clients. Donc, notre client, il peut par exemple accéder à notre EGP pour ajouter un client donné. Il peut accéder pour en effet récupérer un client, pour récupérer l'ensemble des clients, faire une recherche des clients par le mot-clé. Donc, il donne par exemple le mot-clé. Administrateur, la même chose, add administrateur, get administrateur, add privilège pour un administrateur, ajouter les privilèges, c'est-à-dire les droits pour un administrateur donné. La même chose ici, la gestion des catégories, add catégorie, get all catégorie pour retourner récupérer toutes les catégories, ainsi de suite. Donc ici, nous avons défini tout un ensemble de méthodes qu'on veut en effet proposer pour les clients distants. Donc ces méthodes-là, on les a définies dans l'interface remote. Donc l'interface remote, c'est l'interface qui contient en effet le service que vous voulez proposer pour les clients distants. Donc il y a une autre interface que nous avons définie, c'est donc l'interface locale. Donc nous avons mis cette interface extend remote vente DAO remote. Ça veut dire c'est la même chose. Ça veut dire si on copie tous ces méthodes-là, on les met dans l'interface remote. Donc, c'est la même chose que lorsqu'on utilise Extend Remote. Ça veut dire cette méthode, cette interface-là, elle contient
tous les méthodes qui sont définies au niveau de l'interface remote DAO. Et cette interface-là, il est noté, il est annoté donc local pour dire que les méthodes qui sont définies au niveau de cette interface-là, ils peuvent être utilisés par les clients locaux, c'est-à-dire qu'ils sont définis au sein des applications qui sont en cours d'exécution au niveau de même serveur d'application, au même conteneur. Dans notre cas, c'est le JBoss. D'accord? Donc, on a deux interfaces, locales et remote. À noter que vous n'êtes pas obligé, en effet, de créer les deux interfaces, ils ne sont pas obligatoires. Vous pouvez créer tout simplement un service local, c'est-à-dire vous voulez tout simplement que votre OGB soit accessible localement au sein de toutes les applications qui tournent au niveau de serveurs d'application. Donc, vous créez tout simplement l'interface locale. Si vous voulez que votre EGB soit accessible seulement au niveau par des clients distants. Donc, vous pouvez en effet créer une interface l'interface qui est annotée remote. Si vous voulez, par exemple, créer, par exemple, un bin et l'injecter au niveau l'injecter au niveau de contexte de votre application, il faut pas créer ni local ni remote, mais il faut tout simplement annoter votre classe ici, par exemple local beans pour dire que ça c'est un bien qui est local. On est d'accord? Donc après avoir créé ces deux interfaces ou bien une de ces interfaces, donc on a créé la classe en effet qui concerne le fait qui implémente notre UGB. Donc c'est vente DAO qui nous avons dit il est annoté stateless. Donc et qui implémente en effet les interfaces vente DAO, vente locale. Donc, nous avons créé une entité ménagère, puis nous avons demandé à un conteneur de créer une entité manager à partir en effet, des informations qui sont définies dans l'unité des persistances vente que nous avons définies au niveau du fichier persistence.xml. D'accord? Donc, le fichier persistence.xml, il contient l'unité de persistance que nous avons nommée, donc unité de persistance, name, vente. Donc, qu'est-ce qu'il contient cette unité de persistance? Il contient en effet le nom de la base de données, d'accord, qui est déjà déployé. Dans notre cas, on a choisi d'utiliser une base de données qui est déployée au sein de notre serveur d'application Wellfly 16. D'accord. Et nous avons aussi, nous avons dit que nous avons utilisé Mapfile meta-inf-query.xml pour utiliser, c'est un fichier XML qui contient en effet les requêtes dont on aura besoin, donc on va utiliser. Puis nous avons donné une liste des classes, donc les annotés, donc les entités qui vont être qui vont être utilisées pour faire la persistance des données. C'est-à-dire la classe personne, il va être persisté, donc toutes ces classes-là vont être persistantes. Donc administrateur, commande, lead, commande primaire key, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, donc ça c'est le fichier persistence.xml, il contient donc l'unité de persistance vente. Donc c'est ce que nous avons demandé ici, c'est que nous avons demandé de créer une entité ménagère en utilisant en effet les informations qui sont définies dans le fichier qui sont définies dans le fichier persistence.xml et plus précisément les informations relatives à l'unité de persistance vente. Donc l'unité, entity manager, il va être fabriqué par le conteneur, en effet, de notre cas, donc plus précisément, donc le serveur d'application JBoss. Donc il va créer une entity manager. On demande qu'il soit injecté au niveau de la propriété de l'attribut UM. Donc, cet entity manager, on l'a utilisé la dernière fois pour qu'on puisse faire la persistance des données. Par exemple, pour ajouter un client, on peut utiliser entity manager.persist, ainsi de suite. Donc, vous pouvez revenir sur
les deux parties que nous avons déjà fait. Donc la première partie et la deuxième partie pour voir en effet en détail de ces méthodes-là. D'accord? Donc ça c'est quoi? Donc cette classe-là qui est l'implémentation de notre UGB. Elle contient quoi? Elle contient l'implémentation des méthodes que nous avons déjà définies au niveau de l'interface éléments. L'interface éléments. D'accord? Alors dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va créer une application client qui va accéder donc euh, à notre UGB session. On est fait pour récupérer et tester notre application. D'accord? Donc une autre chose que je veux ajouter, donc lorsque nous avons créé donc les entités, donc la première partie de cette épée-là, une chose qu'il faut ajouter pour la ligne de commande. Donc ligne de commande primary key, donc nous avons dit que il contient c'est pas pour ligne de commande, c'est au niveau de ligne de commande. Donc nous avons dit que voilà, c'est pas pour ligne de commande primary key, c'est pour ligne de commande tout court. Donc voilà, pour ligne commande, il contient quoi? Il contient, nous avons dit la clé primaire qui est annotée embedded ID, qui est une clé primaire qui est composée. Et composée de quoi? Elle est composée des attributs qui sont les attributs de la classe ligne de commande primary key. Donc voilà, donc c'est ligne de commande primary key. Donc ligne de commande primary key, c'est quoi? En effet, c'est un attribut du type objet, ligne du type ligne de commande primary key. Donc si on veut utiliser cet attribut-là, il doit être en effet, instancié. Donc pour qu'il soit instancié, donc si on fait directement l'accès par exemple par exemple ici pour citer, pour mettre, pour associer euh, donc pour associer les attributs à la valeur ligne de commande primary key point id de produit ou bien id de client, donc il doit être instancié. Donc c'est pour cela nous avons ajouté donc au niveau de les constructeurs, le constructeur par défaut, le constructeur avec paramètre la quantité. Donc nous avons ajouté quoi? Nous avons ajouté l'instanciation, donc l'instanciation de cet attribut-là. Donc nous avons ajouté 10 points lead command primary key. Il y a la new lead command primary key. D'accord? Donc si vous n'avez pas ajouté cette instruction-là, donc vous risquez en effet lorsque vous tentez d'ajouter une ligne de commande d'avoir donc d'avoir euh, une exception qui est quoi? C'est nul pointer exception indiquant comme quoi cet attribut-là il contient nul, il n'est pas instancié, donc il ne pointe pas sur aucun objet, donc il ne peut pas être utilisé. Donc c'est la seule chose. Donc il faut ajouter au niveau de ligne de commande. Ligne de commande, dans le constructeur ligne de commande, son paramètre, il faut ajouter l'instanciation de ligne de commande primary key et la même chose au niveau lorsque vous faites l'instanciation pour le constructeur avec paramètre quantité. Donc ici, donc la même chose, 10 points ligne de commande primary key et new ligne de commande primary key. Donc voilà, donc ça au niveau de la première partie. Maintenant, pour les clients distants, j'ai déjà préparé un client, donc pour ne pas avoir passé assez de temps dans cette séquence-là, pour qu'il ne prend pas assez de temps. Donc on va expliquer notre application tout court. Donc c'est une application que nous avons nommée Test LMI, donc et qui contient donc une simple classe que nous avons nommée main. Donc, on va l'expliquer par la suite. Donc, lorsqu'on va vous créer une application Java, c'est une application Java, donc file, new, donc puis project, vous choisissez application Java, Java project, donc Java project, vous choisissez un Java project suivant, vous donnez un nom à votre application, puis finish. Donc c'est une application Java simple.
Pour cette application, au niveau de cette application, nous avons ajouté deux fichiers. D'accord? Nous avons ajouté deux fichiers. Le premier fichier, c'est en effet, c'est le fichier gboss ugb client.properties. Voilà. Donc, c'est le fichier gboss.ugb.properties. Donc, ce fichier-là, il contient quoi? Il contient l'ensemble des informations qui vont être utilisées pour se connecter à notre UGB distant. Donc, la première chose, c'est endpoint name. Ça, c'est le nom de notre client. Donc, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Ici, nous avons nommé notre client endpoint. Puis il y a donc là, nous avons, il contient aussi la deuxième ligne, c'est remote.connection provider.create option. Donc, ce préfixe-là, il est utilisé pour fixer les propriétés. Donc, d'accord. Si vous voulez fixer une propriété donnée au niveau de contexte de l'application, donc vous devez utiliser remote connection provider.create.option. Vous spécifiez l'option que vous voulez. Donc, l'option qu'on veut citer, c'est org.xeno option SSL enable. Donc ici, nous avons choisi de ne pas utiliser donc le protocole de cryptage SSL. D'accord? Donc ici, false. Donc vous pouvez mettre true si vous voulez crypter en effet l'échange entre les clients et les serveurs. Puis remote connection. Donc ici, nous avons donné un nom à notre connexion. Donc remote connection default. Donc nous avons donné le nom à la connexion et ce nom-là, c'est quoi? C'est default. Puis pour cette connexion-là qui est default, on va donner un ensemble en effet des propriétés. La première propriété, c'est le nom de host, l'adresse de host. Donc l'adresse en effet de la machine qui contient notre OGB. Donc dans notre cas, l'OGB se trouve sur la machine locale. Donc le serveur auquel on va se connecter se trouve au niveau de la machine locale, c'est 127.0.0.1. Puis la même chose, vous voyez, remote connection.default. Ce default là, c'est le nom que nous avons donné à notre connexion. Supposons que nous avons donné à la connexion par exemple connexion 1 comme ça. Donc à ce niveau-là, je ne dois pas mettre default, je dois mettre connexion 1. Donc et la même chose ici, je dois donner connexion 1. D'accord? Donc ici c'est le nom de la connexion. Donc nous avons choisi default. Voilà. Pour le port. Donc, puis nous avons spécifié le port. Donc, ça, c'est l'adresse IP de la machine qui contient notre serveur d'application. Et ça, c'est le port pour lequel par laquelle il va accéder à notre application. C'est 8080. Donc, c'est c'est le port qui est utilisé par le serveur GBoss. Puis ici la même chose, vous voyez remote connection.default username, donc le nom d'utilisateur pour se connecter à notre application admin. Puis nous avons utilisé ici la même chose, donc remote.connexion encore une autre fois default pour spécifier le password, donc le password c'est vide. Donc, à noter ici que je peux avoir plusieurs connexions. Donc, la première connexion default, virgule connexion 1 par exemple, virgule connexion 2, par exemple, si je veux accéder par exemple à plusieurs serveurs, je vais utiliser l'accès à plusieurs serveurs, premier serveur, deuxième, troisième, et je vais utiliser la même chose ici. Donc, remote connexion 1.host, je donne le port, l'adresse IP de la connexion numéro 1, puis connexion 1.port, je donne le port en effet de serveur relatif à la connexion 1, ainsi de suite. Je vais faire la même chose pour les deux. Donc, je peux spécifier ici l'ensemble en effet des serveurs.
C'est bon, donc ici, donc voilà, donc la même chose ici pour le site linéaire Remote Connection Provider Create Option. Vous vous rappelez ça c'est quoi? C'est en effet c'est ce que nous avons déjà utilisé pour fixer la propriété SSL Enable. Donc on l'a utilisé ici pour fixer la propriété SSL Policy non anonymous. Donc que nous avons mise à false. Donc voilà, donc ça c'est quoi? C'est ce fichier-là, il contient des informations qui peuvent en effet, qui vont être utilisées au niveau de la maison, la connexion à la base de données. Donc c'est un API qui est spécifique à JBoss. Donc il s'agit d'un API spécifique à JBoss. Donc c'est ce fichier-là, on l'utilise lorsqu'on veut se connecter à JBoss de court. Donc, si on veut se connecter à un autre serveur d'application, peut-être qu'on doit utiliser un autre type de fichier, donc d'autres types d'informations qu'on doit spécifier. Donc, d'accord. Donc, ça c'est un API qui est spécifique tout simplement à JBoss. D'accord. Voilà. Il contient aussi notre application, il contient aussi donc un autre fichier qui est gndi.propriety, donc qui contient les informations qui informent l'API GNDI. De ce qui gère donc l'espace de nom UGB. Donc dans notre cas, ce qui va gérer l'espace de nom UGB, c'est quoi? C'est donc en effet c'est donc la classe org jboss.ugb-client.imi, c'est celui qui va gérer donc l'espace de nom. Donc l'espace de nom il est géré par celui-là. Donc quoi encore? Voilà, donc il contient en effet donc c'est ça, donc les informations là. Donc ce qu'on va voir par la suite, donc ce que j'ai ajouté, donc ces deux fichiers, donc gboss.ugb-client.properties, donc qui contient en effet ce contenu-là. Donc je vais agrandir pour voir. Vous pouvez mettre un pause pour la séquence pour en effet si vous voulez copier donc le contenu de ce fichier. Donc il est disponible au niveau de l'internet. Vous pouvez mettre au niveau de l'internet le contenu du fichier gboss-ugb-client.properties pour un client, pour une application cliente, qu'on lui fait qui accède à un UGB donné. Vous pouvez trouver que ce sont les mêmes informations. Donc la même chose ici pour le fichier gnti.properties, il est disponible au niveau de l'internet, donc vous pouvez le retrouver. D'accord. Donc à part ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que pour notre application que nous avons nommée test RMI, donc on a ajouté donc un bouton droit propriété. Puis au niveau de Java Build Path, donc nous avons mis en relation notre projet avec le projet vente que nous avons déjà créé. D'accord, parce qu'ils sont sur la même machine, donc donc on est sur le même espace de travail. D'accord, nous avons ajouté vente. Maintenant, si vous travaillez avec un client, au niveau vous créez un client distant, c'est-à-dire physiquement qui n'est pas relié, qui n'est pas sur la même machine avec le projet qui est déjà ou bien le projet n'est pas dans votre espace de travail, l'espace space comment ça s'appelle donc l'espace de travail donc c'est workspace, donc voilà, donc n'est pas dans le workspace. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous devez générer un jar au niveau de la création de l'application distance, puis l'ajouter au niveau de library add external jar. Donc cette opération, donc il sert à quoi en effet? Donc il sert à comme les subs en effet, parce que pour que notre client se connecte à l'application, à l'UGB distant, il a besoin d'une représentation locale de l'objet distant. Donc voilà, l'objet distant dans notre cas c'est quoi? C'est l'UGB
Voilà, l'objet distance c'est vente DAO. Donc cette classe-là, vente DAO. Donc et plus précisément, on va pas manipuler vente DAO, mais on va manipuler l'interface vente DAO remote. Donc ça c'est quoi? Ça c'est c'est une application distante. Au niveau des clients, on a besoin au niveau du client, on a besoin en effet d'une représentation locale de ces clients-là. Donc c'est pour cela on va faire au niveau du client soit s'ils sont dans le même workspace, on va mettre, pardon, propriété, et on va relier notre application client à le projet. Donc, vous cliquez sur Add et vous ajoutez, donc vous allez trouver ici, donc moi je l'ai déjà ajouté, c'est pour cela il n'existe pas au niveau des choix proposés. Donc, vous cochez, on fait la case relative au projet vente, vous l'ajoutez. Donc maintenant, si vous n'êtes pas sur la même machine, vous devez générer un jar au niveau de l'application distance et au niveau de librairie, vous mettez add external jar et vous ajoutez en effet le jar relatif à l'application vente d'IA. Vente d'IA. Très bien. En plus que ça, j'ai ajouté trois jars au niveau du client. Donc, on a ajouté deux jars. Donc, vous mettez add external jar et vous ajoutez au niveau j'ai ajouté parce que je veux travailler avec, on a travaillé avec Hibernate. Donc, on a ajouté Hibernate Core pour qu'on puisse le client lorsqu'on va créer donc un objet client ou l'objet on lui fait catégorie pour qu'on puisse l'utiliser l'envoyer à l'utilisateur afin de faire le test, l'insérer. On a besoin en effet de la sérialisation. Il y a des sérialisations d'objets. Donc au niveau de l'application distance, donc serveur JBoss, il utilise en effet Hibernate. Donc c'est pour cela j'ai ajouté Hibernate Core au niveau. Donc vous le trouvez dans votre l'emplacement donc on fait le dossier qui contient le serveur d'application qui est Wolfly 16, d'accord. Donc module système layer base puis org puis vous cherchez Hibernate, d'accord. Puis dans Hibernate vous cherchez donc voilà main, le dossier main et Hibernate Core, donc c'est la version 5.3.9.final .jar. Voilà. Et on a ajouté aussi donc au niveau toujours deux fichiers qui sont dans quoi donc Wildfly, voilà. Donc bin client. Donc ces deux jars-là qui peuvent en effet qui doivent être utilisés au niveau de l'application cliente. Donc gboss cli-cli.jar et gboss-client.jar. D'accord. Voilà. Donc après avoir ajouté ces jars-là et ajouté les fichiers, les configurer. Donc maintenant votre application il est prête en effet à se connecter à votre application distance, à votre UGB. Donc ce que nous avons fait, c'est que voilà. Donc je vais arrêter pour modifier. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer donc le contenu en effet de l'application, donc la méthode main. Donc c'est la classe main, donc la classe main avec main c'est les majuscules et contient tout simplement une seule méthode, c'est la méthode main, donc dans laquelle nous avons défini donc l'accès à notre UGB distant. Donc qu'est-ce que nous avons fait, c'est vente DA en remote.
Donc, j'ai créé un objet, une référence de type remote, donc que j'ai initialisé par nul. Donc, automatiquement, ça s'initialise par nul. Donc, contexte, donc on va utiliser donc initial contexte, on le fait pour on le fait se connecter à notre UJB. On est d'accord? Donc, pour la, pardon. Donc, pour initial context, cette classe est le contexte de départ pour effectuer des opérations en effet de nommage. Donc, lorsque le contexte initial est construit, lorsqu'on écrit, donc on lui fait new initial context. Donc, initial context lorsqu'il est construit, euh, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il utilise quoi? Il utilise les informations qui sont définies dans son environnement. Donc, à partir de deux sources données, donc c'est GBoss UGB client et GNDI point propriety. Donc, il utilise donc les propriétés, les informations qui sont définies dans ces deux fichiers. Donc, et les fusionne. Donc, il utilise ce qui est défini dans le JBoss et ce qui est défini dans le JBoss UGB client qu'on fait afin d'établir la connexion donc d'initialiser le contexte. Donc, d'initialiser le contexte. Donc, ce n'est pas pour se connecter à le client, mais parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut spécifier. Donc, ici, pour initialiser le contexte, l'initial contexte, donc, il va utiliser les informations qui sont définies dans JBoss UGB client et gentile point properties. D'accord? Donc, lorsqu'on crée new initial context, automatiquement, il va lire ces deux fichiers-là. D'accord? Donc, il y a une autre façon de faire, c'est-à-dire je peux spécifier directement le contenu je peux spécifier le contenu de ces deux fichiers-là, on les ajoute directement au initial context sans passer par les fichiers des propriétés. C'est-à-dire, je peux enlever ces deux fichiers et ajouter ces informations-là directement à notre initial context avant de faire de demander de se connecter d'avoir l'accès à un objet distant donné. Très bien. Donc ici, c'est les informations du serveur, donc le serveur d'application. Donc après ça, donc puisque le serveur d'application, il peut contenir plusieurs objets qui sont en cours d'exécution, donc il faut spécifier en effet quel est l'objet distant que vous voulez en effet auquel vous voulez se connecter. Dans notre cas ici, nous avons choisi, donc nous avons utilisé la méthode lookup. Donc lookup ici, c'est une méthode de la classe aussi NiMin qui peut être utilisée au niveau de RIMI. Donc NiMin.lookup, dans lequel on spécifie RIMI 2.2/ puis on donne l'adresse IP, ainsi de suite, pour se connecter à un objet, donc un objet qui est distant en utilisant la méthode donc la classe mymin.lookup. Donc ici, on utilise le lookup pour de la classe, on y fait contexte. Alors, qu'est-ce que nous avons spécifié? Nous avons spécifié donc l'adresse, en effet, ça c'est un préfixe UGB de point slash qui dit qu'on veut se connecter à un UGB. D'accord. Puis ici c'est donc au niveau de l'UGB, donc au niveau de serveur d'application dont on a spécifié les informations tout à l'heure. Donc on veut se connecter donc on veut récupérer en effet donc on veut récupérer une représentation locale en effet de l'objet du stand qui est l'objet du stand, c'est vente donc c'est remote DAO, donc c'est une classe qui en effet qui implémente vente DAO. Dans notre cas, c'est quoi la classe qui implémente le vente DAO remote? C'est vente DAO.
D'accord? Donc, il va récupérer donc une représentation locale. Donc, on va faire, puisque cette méthode-là, locale, il retourne toujours un objet du type object. Donc, on doit faire obligatoirement, on doit faire un sous-assembling. On va convertir vers le type vente dia remote. Puis, on va l'utiliser. Maintenant, à ce niveau-là, on a établi la connexion, on a fait tout. Donc, ce que reste, on fait, c'est de faire les tests. On va faire un remote.add, ce que nous avons déjà fait au niveau de, on va faire maintenant appel à les méthodes que nous avons déjà définies au niveau de serveur, de service, euh, Remote DAO. Donc, on va faire appel à ces méthodes-là. Donc, add client, get client, find client, ainsi de suite. D'accord? Donc, ces méthodes-là, elles sont définies déjà. Donc, je peux accéder à ces méthodes. Donc, ici, simple data format, j'ai préparé donc un simple data. Donc, c'est pour qu'on puisse faire la conversion vers les dates. Donc, si j'ai une date donnée, je veux la convertir en type date en utilisant un chaîne de caractères vers la date donnée. Donc, on peut utiliser la classe simple date format, donc qui permet le fait de percer point perce, donc point on fait perce, c'est-à-dire qui permet de convertir vers la date. Donc ici nous avons récupéré la date d'aujourd'hui, donc la date c'est la date du système new date. Donc, qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Nous avons créé deux clients, client 1, client 2. Donc, le client 1, c'est Akabli Fatima, par exemple. C'est Akabli Fatima Gmail. Donc, les informations. Donc, les informations. Ça, c'est le constructeur au niveau de client. Donc, je crois que au niveau du client, on a ajouté la dernière fois, j'ai ajouté aussi un autre constructeur, c'est que c'est le constructeur que contient en plus de donc voilà, en plus des informations ça, c'est quoi, c'est string, le nom, le prénom, email, téléphone, password, l'adresse, puis la ville, ainsi de suite. Donc je veux faire un retour à la ligne ici pour qu'on puisse voir. Voilà. Alors, je dois faire un retour à la ligne à partir d'ici. Donc voilà, donc il contient quoi? Donc le nom, prénom, email, téléphone, le password, ainsi de suite. Euh, donc le pays et tout ça. Ça c'est les informations relatives à un client donné. Donc si on retourne vers le schéma que nous avons, donc nous avons ici ID, le nom, le prénom, l'email, password et le téléphone, on la met aussi au niveau de la personne. Mais les autres informations, client, adresse, code postal, ville, ils sont relatives au client. Donc, on a créé un constructeur qui prend les informations, les attributs du client, plus les attributs de personnes. D'accord? Donc, voilà. Ici, à noter ici qu'on n'a pas passé en paramètre l'idée, donc l'idée de la personne, donc il n'existe pas ici, donc il se trouve au niveau de la, la table personne. Donc, au niveau de la table personne, c'est la classe ID, donc l'idée des personnes que nous avons choisi, qu'il soit au niveau de la base de données nommée ID de personne. On l'a pas passé en paramètre. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit généré automatiquement. Donc, generated value, stratégie, generated type, table. Donc, il va être généré automatiquement au niveau de la base de données. Il va être généré par le conteneur, puis il va être envoyé à donc, il va être généré au niveau du HGBD et il va utiliser une table pour gérer donc les valeurs de la clé primaire. Donc c'est pour cela on l'a pas spécifié au niveau de constructeur en effet de notre de client. Donc voilà, donc j'ai ajouté ce constructeur là par rapport à ce que nous avons fait dans la première partie. Donc puis nous avons fait appel au constructeur de la classe parent et nous avons fixé en effet les autres attributs. Voilà. Maintenant, je vais revenir à la classe main. Donc voilà, donc j'ai créé, je vais refaire comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on a créé deux clients. Client 1 égale les informations. Donc, nous avons utilisé constructeur new client.
donc constructeur client, la même chose. Puis nous avons demandé de persister, d'ajouter les informations au niveau de la base de données. Donc remote.add client 1, remote.add client 2. Vous pouvez remarquer ici que je mets remote.add je récupère le client et je l'affecte à client 1 qui j'ai déjà ici. C'est normal parce que le client 1 qui j'ai défini ici, il ne contient pas la clé primaire. Donc, elle va ajouter le client au niveau de la base de données, il va récupérer la clé, au niveau de la base de données, il va générer la clé, il va la retourner à notre application, je vais la récupérer, donc je vais récupérer l'objet qui est complet. C'est-à-dire, en plus de ces informations-là, il va en effet contenir la clé primaire. Donc, la même chose ici, client 2, je l'enregistre en utilisant remote, donc add client, que nous avons déjà défini au niveau de l'interface remote, vente remote. Ici, on a testé la méthode list 1 remote find client by mot-clé. Donc, je donne espace pour récupérer tous les clients. Donc c'est pas espace, c'est une chaîne de caractères vides. D'accord? Et je vais récupérer tous les clients. Je vais faire une boucle sur les clients. Je vais les afficher le nom, puis l'email. Ça, c'est pour faire tout simplement vérifier est-ce que la méthode find client by mot-clé, il permet en effet de récupérer les informations. Voilà, donc nous avons la même chose de la même méthode que tout à l'heure. Nous avons créé donc deux catégories. Catégorie 1, donc c'est la bureautique par exemple. Catégorie 2, c'est informatique. Et puis nous avons ajouté voilà remote catégorie 1 qu'on vient de créer. On l'a ajouté. Donc voilà. Remouse.add catégorie, je donne l'objet catégorie que je viens de créer. Donc la même chose ici, remouse.add catégorie, je donne la catégorie 2. D'accord? Puis pour la liste, je récupère al catégorie pour vérifier ce que je peux en fait en utilisant la requête que nous avons définie au niveau de fichier query.xml, est-ce qu'il permet en fait est-ce qu'il contient pas des erreurs. Donc for catégorie c'est donc liste 2 que je viens de créer, que je viens de récupérer. Je vais afficher les informations et des catégories, description de la catégorie. Donc je vais faire la même chose. Donc ici je veux récupérer la catégorie 2. Donc on donne cette fois-ci edit catégorie. Donc en effet cette fonction-là, donc la méthode main, il permet en effet de tester toutes les méthodes de tout à l'heure que nous avons citées que nous avons déjà défini au niveau de la remote, vente DAO remote, donc le service client, le service que nous avons proposé pour les clients distants. Donc ici nous avons créé deux produits, produit 1, voilà, donc new produit, à noter ici que j'ai pas spécifié la même chose que pour les catégories, j'ai pas spécifié la clé primaire, donc il va être généré au niveau de la base de données. Donc produit 1, donc catégorie point, donc ici je veux ajouter le produit, donc ajouter le produit tout en connaissant sa catégorie. Donc le produit avec la catégorie, c'est quoi? C'est catégorie.get catégorie, catégorie 1.get edit catégorie. Donc ici c'est la même chose que tout à l'heure, mais la seule différence ici c'est que j'ai ajouté le produit sans spécifier sa catégorie. C'est ce que nous avons vu au niveau de la méthode au niveau de vente DAO remote. Donc nous avons dit que pour le produit on a proposé pour l'utilisateur la méthode add produit, donc sans spécifier la catégorie, mais on leur a proposé aussi ajouter un produit tout en connaissant sa catégorie. Mais c'est par la suite, on a proposé aussi add produit to catégorie. Donc add produit to catégorie, voilà, c'est une méthode que nous avons proposée aussi. C'est-à-dire, il peut ajouter un produit
sans spécifier sa catégorie. Puis par la suite, il peut ajouter, spécifier la catégorie. Donc add produit to catégorie. Donc il donne l'idée de produit qui est déjà ajouté, qui est déjà dans la base de données, et idée de la catégorie qui est déjà dans la base de données. Il va tout simplement ajouter la clé étrangère qui est donc la clé primaire de la catégorie au niveau de donc la clé voilà la clé de la catégorie au niveau de produit. D'accord? Donc, au niveau de la clé étrangère qui est définie au niveau de la table de produit. Alors, la même chose pour donc ici, on a récupéré find by catégorie. Donc, je récupère les produits de la catégorie 1, tous les produits de la catégorie 1. Je fais une boucle pour les afficher, pour les tester. On fait ce qui permet de récupérer toutes les catégories données, ainsi de suite. Pour les promotions, j'ai créé une promotion. Donc, la promotion, donc la date de début de promotion, c'est aujourd'hui, par exemple. La date de la fin de promotion, c'est par exemple le 17 4 2020. Donc le taux de réduction, c'est 0,5. Il va l'ajouter. Donc j'ai créé une promotion, puis je demande d'ajouter cette promotion-là. Donc et la promotion, il est relative au produit 1. Donc je donne l'idée de produit en paramètre. Puis je veux afficher un fil pour Remax produit is en promotion pour vérifier ce que le produit pour vérifier est-ce qu'un produit il est en promotion ou pas. Donc dans ce cas-là, il va retourner un fil le taux de réduction si le produit il est en promotion, sinon il va retourner 0. Puis la même chose ici, commande 1, j'ai créé une autre commande, je l'ai ajoutée comme tout à l'heure. Donc pour les commandes, on a créé ici, donc voilà, créer une commande 1, commande 2. Donc voilà, commande 1, la commande, il est créé aujourd'hui, donc la date d'aujourd'hui c'est D. D'accord? Parce que nous avons créé tout à l'heure une variable D, un attribut D. Donc la variable D contient la date d'aujourd'hui. Nous avons mis new date. Donc puis il contient aussi donc l'attribut payable. Est-ce qu'il est donc la commande il est payée ou pas? Donc pour non on a fixé non false pour dire que la commande n'est pas encore payée. Le mode de paiement choisi par l'utilisateur, par la suite il va payer par la carte bancaire. Le mode de paiement c'est carte bancaire. Voilà, la même chose. Donc voilà, on a demandé d'ajouter la commande à la base de données. On a récupéré l'objet commande 1 tout entier qui est complet. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai encore? C'est voilà, on a récupéré on a récupéré la liste de fin de commande by client. Donc la liste des clients passés par le client 1 par exemple. Donc la première commande et la deuxième commande ils sont relatives à client 1. Puis nous avons ajouté voilà les lignes de commande. Donc add ligne de commande. Donc pour la commande 1, donc le numéro de la commande 1, je vais ajouter le produit 1. Donc la quantité c'est 4. Ici donc la même chose que get commande. Donc j'ai ajouté le produit 2 à la commande 1. Donc la quantité c'est 10. Ici nous avons récupéré donc les listes commandes. Donc voilà ligne de commande. J'ai récupéré les lignes de commande relatives à la commande donnée pour un produit donné. D'accord? Un produit donné. Donc get produit. Pour vérifier est-ce que je peux récupérer une ligne de commande relative à un produit dans une commande donnée. Voilà. Puis delete, c'est la méthode on fait si on besoin qu'on veut par exemple supprimer une ligne de commande au niveau de la base de données. Delete ligne de commande. Donc nous avons utilisé la méthode entity manager.remove. Si vous vous rappelez bien, on est dans la deuxième partie. Voilà. Puis détail de la facture, nous avons récupéré les détails d'une facture donnée. Voilà. Donc nous avons affiché les informations relatives à cette facture.
Donc voilà, donc print facture, donc ici get client.id, donc on l'a séparé par espace client.nom. Vous pouvez afficher les informations que vous voulez, donc client.getmail ainsi de suite. Donc nous avons récupéré ça. Donc ça, c'est les informations relatives au client en effet qui a passé la commande numéro un. Puis on a récupéré on a récupéré le détail de la facture. Il contient aussi la liste des lignes de commande. Donc je vais afficher pour chaque ligne de commande quelle est l'idée de produit, donc la désignation de produit, puis voilà. On a récupéré. Je veux retourner à la ligne, comme ça vous pouvez faire les va-et-vient. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais afficher? C'est l'idée idée de produit, puis la désignation de produit, puis le prix unitaire de produit, la quantité. Donc, sachant que ces méthodes-là, ils sont déjà définis au niveau de ligne de commande, hein, get produit. Donc, ligne de commande que je viens de récupérer tout à l'heure. Donc, point, get produit. Donc, le produit contient get idée de produit, ainsi de suite. D'accord? Puis vers la fin, je vais afficher le total de la facture. Voilà, total de la facture égale, ainsi de suite. Donc ici, je vais récupérer la liste, je vais tester la méthode fin de catégorie consulted by un client. Donc je donne l'idée du client. Je vais récupérer la liste des catégories, en effet, consulté par les clients. Donc, je vais faire une boucle pour afficher la liste. Donc, maintenant, après avoir défini cette méthode-là, donc la méthode main, donc le contenu de l'application client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester notre application. Pour cela, la première chose, je dois d'abord lancer le serveur. Puis je veux en effet, par la suite, créer voilà, donc je vais au niveau serveur. Je vais lancer le serveur. J'ai déjà lancé le serveur de base de données, d'accord, dans lequel j'ai déjà défini voilà, donc dans lequel j'ai déjà défini, j'ai créé déjà la base de données vente. J'ai déjà créé la base de données vente. Voilà, on va la voir. J'ai déjà créé la base de données vente, voilà. Maintenant, je veux lancer le serveur. Voilà. Save change, ok. Donc, on va attendre que le serveur démarre. Comme ça, on va vérifier oui, on va exécuter l'application client, d'accord, et qui va se connecter en effet à la base de données il va enregistrer, il va ajouter au niveau de la base de données, et il va en effet récupérer les données. Donc, une autre chose, c'est que pour cette chaîne-là, donc l'adresse, donc au niveau de remote, vente DAO remote, donc nous avons utilisé context.lookup, donc le contexte que nous avons déjà créé, c'est contexte ctx.lookup. Donc la chaîne des caractères que nous avons donné ici, l'adresse, nous avons dit c'est quoi? Cette chaîne, normalement lorsque vous déployez l'application, un UGB, au niveau du serveur, normalement il vous donne, il délègue en effet l'ensemble des informations. Parmi ces informations, il vous donne comment vous pouvez accéder à votre UGB. Donc ici vous voyez, donc UGB vente. Donc UGB, vente DAO, point d'exclamation, com.mcgls, service vente DAO. Voilà, UGB, vente DAO, ainsi de suite. La seule différence, c'est que on a ajouté ici une slash. Donc, d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'au niveau de lookup, donc, il prend paramètre. Ça, c'est le préfixe UGB, UGB 2 slash. Puis la suite au niveau pour un UGB donné, c'est quoi? C'est ça.
Voilà, vente. Donc, vente DAO, point d'exclamation, ainsi de suite. Donc, vous prenez cette chaîne-là, vous la mettez ici. Vous ajoutez directement seulement entre EGB et vente, vous ajoutez une slash ici. D'accord? Et vous l'exécutez. Donc, maintenant, je veux exécuter donc, je veux exécuter donc notre application client. Donc, je veux mettre le bouton droit, run. Voilà, Java application. C'est pas une application distance, c'est une application Java simple. Donc, run Java application. D'accord? Donc voilà, il va se connecter à la base de données s'il n'y a pas d'erreur et il va en effet exécuter les informations de tout à l'heure. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc voilà, on a ajouté les informations, on l'a récupéré la liste des clients, on les a affichés. Ici, on a récupéré la liste, la liste des catégories, on les a affichées, puis on a récupéré une catégorie en spécifiant par exemple donc l'idée de catégorie, on a récupéré la liste des produits, donc voilà. Produit 1, produit 2, description de prix unitaire, puis ici sur le taux on a vérifié est-ce qu'un produit il est en promotion ou pas et on a récupéré le temps de réduction. Voilà au niveau voilà, pardon. Voilà, euh, catégorie, ça c'est les catégories toujours. Voilà, un produit, je veux récupérer is en promotion. Je vais vérifier là où il y a les promotions, add produit, voilà les promotions. Voilà. Promotion produit is en promotion. Vérifier est-ce que le produit il est en promotion ou pas. Donc on a donné les produit 1.get produit, on a donné donc la date, on vérifie ce produit, ce qu'il est à cette date-là, il est en promotion. Donc pour vérifier, donc ici nous avons utilisé produit 1 et déjà nous avons ajouté add promotion. Pourquoi? Pour le produit 1. Donc non, c'est normal. Il nous a retourné quoi? C'est le taux de réduction qui est 0,5. Donc voilà, le, le- le résultat, c'est 0,5. Puis nous avons idée de commande, nous avons récupéré les informations sur les commandes, ainsi de suite. Donc pour la facture, on a récupéré la facture relative par exemple à un copier, donc l'adresse email. Donc ici c'est total de la facture, total de, total de la facture, donc voilà. Donc puis vers la fin, nous avons récupéré voilà, nous avons récupéré on a supprimé, pardon, on a supprimé une ligne de commande, d'accord? Je vais afficher là, je vais essayer d'agrandir ça, voilà. La dernière chose, c'est qu'on a récupéré les catégories. Donc voilà, on a récupéré les catégories. Donc, la liste des catégories, on a deux catégories bureautique et informatique, on les a affichées. Donc voilà, donc voilà notre TP donc arrive à sa fin. Donc je vais essayer de faire passer défiler maintenant donc la classe. Donc vous pouvez arrêter à chaque instant donc donc là je vais réduire un petit peu pour qu'il puisse apparaître sur la. Donc c'est pas ça ce que je vais faire, c'est voilà. Voilà, donc vous pouvez en effet arrêter la vidéo à un moment donné pour que vous puissiez en effet noter, copier donc le contenu de la classe pour le vérifier vous-même. Donc ici c'est public void static void main, donc il contient, j'écris une variable limount, euh, donc une référence de type limount.
La même chose contexte, puis try, donc il faut mettre try catch parce qu'en effet on a utilisé initial contexte, puis non, parce qu'on a utilisé lookup, donc la méthode lookup, donc il génère une exception, remote exception. Donc dans notre cas nous avons utilisé de manière générale exception, voilà, exception. Donc, parce que toutes les exceptions héritent de la classe exception. Donc, nous avons spécifié l'emplacement donc quel est l'objet, l'UGB auquel on veut accéder. Et nous avons créé des exemples en effet des clients. Donc voilà. Donc, faut noter ça. Voilà. Maintenant, je vais faire passer. Voilà. Vous pouvez mettre pause pour la vidéo pour copier en effet la- le contenu. Voilà. Donc voilà. Euh, donc voilà le contenu de l'exemple, donc les clients qui utilisent en fait la troisième partie de notre application. Donc la troisième partie de notre application, donc le TP arrive à sa fin, donc comme ça on a bouclé la première partie, la deuxième et la troisième partie, on fait de l'application, la création d'une application qui permet de gérer les ventes. Euh, voilà, donc merci pour votre attention. Donc les prochains TP, ce seront sur la Spring. Donc Spring et MVC. Donc on va voir Spring, Spring inversion IOC d'abord, inversion de contrôle. Puis on va voir Spring MVC. Puis on va voir Spring Data et Spring IOP par la suite. Donc c'est donc les projets qu'on va faire par la suite, c'est ça. Donc merci pour votre attention. Donc la séquence prochaine, Inch'Allah.